heureuse, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour la Voix de la Diaspora qui reçoit pour vous Kiki Kyenge. Donc avec lui, nous allons débattre un peu de l'actualité, évidemment, de sujets divers. Kiki Kyenge, très heureuse d'être avec nous. Merci à vous. C'est vraiment un grand plaisir que je sois choisi pour cet échange. Kyenge, ce nom me dit quelque chose. Est-ce que vous avez des liens de parenté avec la dame Cécile Kyenge, qui a été ministre en Italie? Oui, c'est ma grande sœur. Ah, ok, parce que je l'apprécie beaucoup, je l'admire énormément. C'est vraiment, pour moi, une femme très, très, très forte. En tout cas, vous pouvez la saluer de ma part, en tout cas. Ouais, je ne manquerai pas de le faire. Kiki Kyenge, vous êtes en France, mais vous m'avez dit, out of the record, que vous résidez en Italie. Mais moi, on me dit souvent que les Italiens sont un peu trop xénophobes et racistes. Est-ce vrai? Je ne dirais pas parce que moi, ça fait au moins, je dirais, presque plus de 25 ans que je vis là-bas. Ça dépend des milieux parce qu'avoir plus fréquenté presque tous les pays de l'Europe, je pense que c'est partout. Il y a des racistes, il y a des bonnes personnes. C'est un problème aussi. Les Italiens ont un peu, je dirais, ce petit complexe du point de vue des Français, des Allemands qui les considèrent pas à leur niveau, qui les considèrent un peu comme les Espagnols ou les Portugais, un peu moins inférieurs aux autres. C'est un peu ça qu'il faut voir. Il faut le dire qu'en dernier temps, il y a eu des montées de xénophobie. Et moi, ayant travaillé avec ma grande sœur Cécile, on a subi ça sur notre peau de xénophobie. Mais je dirais pas, je ne peux pas dire que ce sont les Italiens, mais c'est une partie des Italiens. Il y a la montée de l'extrême droite en Italie ces derniers temps. Hein. Oui, c'est eux qui sont au pouvoir. Ah, c'est eux qui sont au pouvoir. Il y a un changement, il y a un changement. Quand l'extrême droite est au pouvoir, est-ce qu'il y a un changement? Vous sentez un changement? C'était un fait, il fallait qu'ils soient là, parce que maintenant les Italiens commencent à comprendre qu'ils ne sont pas capables de gérer, ils sont capables de crier quand ils sont dans l'opposition, mais ils sont pas capables de gérer. Donc, l'humeur des Italiens commence un peu à être déçue de la droite, de l'extrême droite. Est-ce que l'extrême droite en Europe en général, est-ce que ça représente un danger? Par exemple, la France où vous êtes, les gens ont vraiment peur que l'extrême droite prenne le pouvoir en France. Les Noirs surtout en général et les immigrés ont très peur de l'extrême droite. Est-ce que ça peut arriver en France que l'extrême droite accède au pouvoir? Non, la France est un peu difficile. Oui, ça fait peur, parce qu'il faut savoir que l'extrême droite ici en Europe se nourrit des crises. Quand il y a des crises, c'est normal que beaucoup se penchent un peu vers l'extrême droite. Mais en France, c'est différent. En France, c'est pas comme en Italie ou d'autres pays, parce que eux, ils ont cette culture de côtoyer l'étranger, l'Africain, les autres. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile parce que à la fin, Marine Le Pen a tenté, que ce soit son père, que ce soit, c'est un peu difficile qu'ils arrivent au pouvoir. Oui, ça peut arriver, mais c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Kiki Kyenge, on m'a dit que l'Europe s'est développée sous la dictature, parce qu'il y a un confrère qui a dit que la dictature, c'est bien pour notre pays, la République démocratique du Congo, et aucune démocratie n'a fait développer un pays. Est-ce que l'Europe a pris son envol sous la dictature, n'importe quelle forme de dictature? Alors le problème que je peux dire sur ça, c'est que beaucoup de nos compatriotes, surtout nous les Congolais, on a tendance à confondre la dictature et l'imposition de la loi. Parce qu'il faut qu'il y ait une imposition de la loi. C'est une force qui doit s'appliquer, mais en appliquant la loi. La dictature, c'est autre chose. Celui qui a dit ça, peut-être qu'il a un problème de confusion, de confondre l'imposition de la loi. Qui a volé doit aller en prison. Qui a fait ceci, il faut appliquer sévèrement la loi. Ce n'est pas une dictature. C'est ça que beaucoup, nous, surtout en RDC, on est en train de confondre. Moi, j'aurais aimé aujourd'hui que tous nos pouvoirs puissent exercer la loi. Et indépendamment de qui. Mais aujourd'hui, la loi n'est pas appliquée. La loi n'est pas appliquée. Il y a des voleurs qui sont là et qui reviennent même au pouvoir. Ça, c'est la dictature. Ok. Kiki Kyenge, oui. On va parler un peu de la diaspora, parce que on me dit qu'il y a deux sortes de diaspora. La diaspora active,
qui est beaucoup plus dans les réseaux sociaux, et une autre forme de diaspora, une diaspora silencieuse. Moi, je prends maintenant l'exemple de ta sœur, Cécile Kienge, que je retrouve dans... Vraiment, je l'ai cherchée dans les réseaux sociaux, je ne la retrouve pas, et pourtant c'est une dame qui peut être une référence, mais on ne la retrouve pas. Est-ce que c'est vrai qu'il y a deux genres de diaspora, des Congolais qui vivent à l'étranger, les silencieux et ceux qui parlent un peu trop, genre combattants? Je dirais c'est la manière d'agir plus que tout. Parce que quand vous prenez l'exemple par exemple de ma grande sœur, je ne dirais pas que c'est une diaspora silencieuse. C'est une diaspora qui agit d'une manière qui râle pas, qui ne crie pas. Les autres peut-être ils n'agissent pas mais ils crient. Parce qu'il faut savoir distinguer de ceux qui agissent et ceux qui parlent. Par exemple, c'est l'exemple de ma soeur Cécile Kienge, moi j'étais à ses côtés jusqu'au Parlement européen. Vous aurez peut-être, je ferai de mon mieux pour vous mettre en contact avec elle. Ça sera vraiment avec plaisir. Elle a travaillé. Nous, c'est une des personnalités qui a bloqué le pouvoir sortant qui n'est plus, qui puisse accéder à la communauté européenne. Et tout, même le président aujourd'hui, tous le savent. Elle a lutté à 100%. Et jusqu'aujourd'hui, elle paye de ça. Mais je ne dirais pas qu'elle a été silencieuse. Elle a été silencieuse parce qu'elle ne parle pas. Mais c'est une des premières qui a agi. Plus que ceux qui vont combattre les musiciens. Moi, je suis contre le combat des musiciens. Je suis contre ça. C'est la culture. On ne peut pas la combattre. Il faut chercher une autre manière de combattre. Nous tous, la diaspora, nous tous, on doit s'unir. Chercher une manière de pouvoir élever, de pouvoir défendre notre pays. Mais pas dans ce genre d'agissement. Je ne suis pas tout ça. Kiki Kienge, moi, c'est un constat que j'ai établi. Il y a une forte communauté congolaise en Europe, en France, Belgique, Italie et autres, mais on ne vous voit pas dans les instances décisionnelles. Cécile Kienge, par exemple, a été ministre, si je ne me trompe pas, et puis député européen. Mais en France, en Belgique, vous êtes là, mais vous ne vous battez pas. Vous avez d'autres nationalités, c'est un fait aussi. Mais il n'y a pas beaucoup de Congolais, des Français d'origine congolaise au Parlement français ou en Belgique ou quoi. Pourquoi les Congolais hésitent à y aller? Est-ce qu'il y a un frein ou pourquoi? Pourquoi il n'y a pas autant de Congolais dans les instances vraiment de décision en France, en Belgique ou ailleurs? Alors, de ma part, je dirais que nous, les Congolais, on a ce concept de politique qui a toujours été quelque chose de sale. Depuis qu'on est, parce qu'on a grandi dans ça, la politique, c'est quelque chose, parce que pour nous, la définition de la politique, même les enfants qui sont nés ici, parce qu'ils sont nourris de ce que leurs parents pensent. Chez nous, on pense que la politique, comme nos grands-pères le définissaient, la politique les a au bout qu'à l'hôpital, comment manipuler la population. Je pense que beaucoup des Congolais qui sont ici ont peur de la politique. Pas seulement de la politique congolaise, mais aussi de tout ce qui est politique. Et il y a peu qui franchissent ce pas pour aller vraiment affronter la politique. Par exemple, ma soeur a eu le courage parce qu'elle n'est même pas née en Italie. Elle ne parlait même pas italien quand elle est arrivée, mais elle a eu le courage. Et c'est quelque chose que j'admire, que je peux aussi partager aux autres qui puissent avoir ce courage. Il faut qu'on puisse se conseiller. La politique n'est pas nécessairement quelque chose de et pourtant Kiki, moi je pense qu'il y aurait pu avoir beaucoup de députés d'origine congolaise au Parlement français ou belge, je ne sais pas moi. Il y a une très forte communauté là-bas, mais vous laissez la place aux autres. Moi je trouve, par exemple, au Parlement européen, il y a des Sénégalais, il y a même des Kenyans, mais il n'y a pas de Congolais en fait dans le Parlement français. Je trouve ça un peu déplorable. On n'a pas d'organisation de notre communauté, c'est ça. Il faut qu'on commence à travailler sur ça. Et pour ça, il faut qu'il y ait des grandes personnalités. Je peux parler des personnalités comme Cécile, comme une amie que vous connaissez, Déborah Kayembe. Ok. Celle qui est en Écosse, je pense. Hein? C'est celle qui est en Écosse, oui. Oui, qui doit être normalement aussi être à sa cérémonie bientôt là. C'est des personnes que je suis en train de chercher parce que j'ai la chance de côtoyer ces personnalités qu'on doit chercher à convaincre, qui puissent montrer aussi le chemin à nos enfants, qui ne puissent pas avoir peur d'affronter nos institutions ici en Europe. Ça, c'est quelque chose qu'on doit y travailler. Kiki Kienge, comment peut-on définir la diaspora congolaise en fait? Est-ce une diaspora qui bruyante, une diaspora active, voilà, c'est quoi? Comment définirez-vous la diaspora congolaise? Je la définirais comme une des très grandes diasporas de l'Afrique, mais qui n'est pas organisée, qui reste sans impact.
Malgré le nombre. Hein. Si elle est organisée, c'est une des très grandes. C'est une des très grandes et des plus puissantes parce que, avoir par exemple, économiquement, l'argent qu'ils envoient, si c'était bien organisé, comme les Sénégalais que je fréquente, la diaspora congolaise pouvait même prendre des marchés en RDC qu'on laisse aux étrangers. Aux étrangers. Mais cela aussi doit s'accompagner par la crédibilité et un appui du gouvernement. Pas un appui financier, mais un appui logistique ou administratif. Mais l'actuelle administration, vous avez promis cela, jusqu'à aujourd'hui, rien du tout? Pardon, j'ai pas bien entendu. L'actuelle administration, vous avez promis quelques libéralités, toujours pas... Non, je pense pas. Promettre jusqu'aujourd'hui, j'ai tenté. Beaucoup, moi aussi, j'avais fait une proposition à ceux qui est, par exemple, les gens de la diaspora qui veulent rentrer pour investir, au moins les 5 ans qui n'aient pas des taxes à payer, parce que ça se fait dans tous les pays. Même la douane, parce que c'est la douane, il faut qu'on le dise, vous avez l'occasion de fréquenter nos autorités, c'est la douane qui nous tue. La douane la plus chère. Hein. J'ai l'occasion qu'on m'offre des tracteurs ici, mais je veux payer gratuitement, mais je vais payer peut-être 10-15 fois le prix de Ah oui, oui, c'est pas possible. Ça nous tue ici. Hein. La douane nous tue ici. Oui, ça nous tue. C'est un peu ça aussi. Nous allons parler un peu maintenant de l'actualité de notre pays. En fait, je ne sais pas si vous êtes encore congolais, mais nous l'espérons. C'est dans le sens. Prenons aussi cette problématique de la nationalité étrangère. Ça pose énormément de problèmes chez nous. Selon notre constitution, quand tu perds la nationalité congolaise, tu deviens automatiquement étranger parce que notre nationalité est une et exclusive. Est-ce que pour nous, on doit revoir cela? Est-ce que nous perdons beaucoup de choses en gardant cette exclusivité de la nationalité? Oui, nous perdons beaucoup et même trop. Parce que le problème, si je parle avec beaucoup même des autorités, ils ne se basent que sur les gens d'origine rwandaise, par peur. Mais nous sommes un grand pays, nous sommes plus de 100 millions. On ne peut pas se baser sur 10 000 personnes qui peuvent bloquer à des millions de gens. On ne doit pas se baser sur ça, on doit voir la réalité en général. On ne doit pas avoir peur de ça, parce que tous, qu'on ne se le cache pas, ils ont peur que les Rwandais puissent avoir la nationalité. Okay. Les Rwandais ou les Rwandophones, ils sont combien? Ils sont combien en RDC? Et on peut bien le contrôler. Mais pire encore, le problème de double nationalité, tant qu'on a une administration avec 100 $, vous arrivez au Congo, vous avez la nationalité. À quoi? On ne résout rien. Parce que les mêmes Rwandais qu'on appelle, il suffit qu'ils passent la frontière avec 100 $, 200 $, et ils payent le prix du passeport, ils ont la nationalité congolaise. Alors on résout quoi à la fin? On ne prive que, par exemple, nos enfants qui sont nés ici de pouvoir investir en RDC. Et c'est aussi une hypocrisie parce que quand on voit sur le sport le foot, on l'applique d'une autre manière. Pourquoi on doit l'appliquer sur le foot? On doit l'appliquer sur le plan aussi intellectuel des scientifiques aussi. Appliquons-le au moins sur le plan des scientifiques et des investisseurs congolais. Mais ce qui se passe ici, Kiki, on a dit que la diaspora qui est, par exemple, autour du chef de l'État, pas très... rendent pas un bon service, disons-le comme ça, au chef de l'État parce que, voilà, ce qu'ils font, beaucoup ne pensaient pas. Vous avez passé autant de temps en Europe, mais vous n'apportez que le négatif, au fait. C'est quel genre de diaspora qui est autour du chef de l'État? Je dirais qu'il ne faut pas les considérer, il ne faut pas les mettre comme la diaspora. C'est des gens qui ont vécu en Europe ou, je ne sais pas, aux États-Unis, au Canada. Mais l'erreur est de les considérer comme la diaspora. Mais la diaspora, c'est quoi? C'est ceux qui vivent à l'extérieur. En fait, c'est ça qui constitue la diaspora. C'est ça le mot diaspora, ceux qui vivent à l'extérieur. C'est ça? C'est de la même manière que je peux dire qu'aujourd'hui, si on a le Congo qui n'avance pas, je ne peux pas dire que c'est les gens qui vivent au Congo. C'est des élites qui ont été là, une petite partie, qui ont géré le Congo d'une manière erronée. C'est pareil aussi pour la diaspora. Ça, c'est des amis. Moi, je ne veux juger le chef de l'État. Il a jugé bon d'appeler ses amis. Et le résultat est là. Je ne pense pas, l'erreur, c'est de les considérer comme la diaspora. Parce qu'on a des gens qui peuvent aussi donner un plus de la diaspora, mais qui n'ont pas eu cette chance de côtoyer le président ou les conseillers du président, mais ils sont là parce qu'on le sait, même si j'ai des capacités, je rentre au Congo, je ne peux pas appliquer mes connaissances tant que je n'ai pas des relations à la présidence ou au gouvernement. Parce que vous n'êtes pas ami du chef, c'est ça qui compte, il faut être ami du chef? Oui, et la diaspora.
chef. Donc, si on considère cela comme la diaspora, donc c'est comme si nous tous, on avait des liens avec le chef. Et on n'a pas pu faire, non, c'est des amis, une clique des amis du chef. Ça, moi, c'est à lui maintenant qui sera jugé par son bilan, mais c'est son choix à lui qu'il a fait. Il n'a pas fait la diaspora, c'est ce que les Congolais de Kinshasa, qui vivent maintenant à Kinshasa, doivent comprendre. Ce n'est pas la diaspora qui a été amenée à gérer ce pays, c'est proche. Okay. Kiki Kyenge, quel est le regard quand vous êtes en Europe qu'un Français a de la République démocratique du Congo? Tu as des amis français ou italiens, qu'est-ce qu'ils pensent de la RDC en fait? Est-ce que vous parlez un peu de la RDC? Alors, sincèrement, si je pour être honnête, c'est négativement. Oh. Ils ont un regard négatif, la majorité. Parce que vu ce qu'on voit à la télé, et vu que nous, les gens de la diaspora, on ne parvient pas à partager l'image réelle de la RDC, ici, la majorité, surtout, même pas en France c'est un peu mieux, mais aller en Italie, aller au Portugal, aller dans les autres pays, en Suède ou en Allemagne. Le Congo, c'est la sauvagerie, c'est la guerre, c'est des viols, c'est tout. Ils ne savent même pas que le viol qu'on montre à la télé, c'est l'arme de guerre. Pour eux, c'est quelque chose de c'est un comportement normal, c'est un comportement normal des Congolais. Les Congolais sont des violeurs pour eux, c'est ça? Oui. Oh là là. De notre pays. Parce que nous-mêmes, même nos médias ne parviennent pas à faire passer l'image du Congo. C'est ça le problème. Mais comment on n'arrive pas entre guillemets, à vendre, par exemple, notre génocide? Comment les Rwandais y sont parvenus? Parce que les génocides rwandais, comparés à nous, il n'y a pas photo, quoi. Je dirais c'est sur le plan émotif, parce que même nos médias, ou nos gens des médias, nos journalistes, ils sont plus influencés politiquement. Et beaucoup peuvent avoir des motivations pour le faire, mais arriver à un niveau où ils n'ont pas de financement, et il faut se rappeler que Kagame dépense jusqu'à maintenant des millions pour donner l'image de son pays. Mais en RDC, est-ce que la présidence peut-être, ou ses conseillers, ils ne financent que des gens pour aller sur les réseaux sociaux insulter, ou je ne sais pas, ou l'opposition aussi finance de l'autre côté seulement pour montrer l'image de l'opposition ou de la personne. Mais à la fin, l'image du Congo est ternie et ignorée. Ça, c'est une réalité. Il faut qu'il y ait aussi des financements. Il faut qu'il y ait des financements sur ça. Pour inonder un peu le net, les médias et tout ça. Mais nous en tout cas, sur les nets, on ne vit pas. Hein. On ne voit pas des lobbies, des gens qui parlent de la RDC d'une façon scientifique. Il n'y a pas. Hein. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Je suis là, je suis en train de travailler. Je vous le dis, je suis en train de travailler. J'ai fait un peu de marketing, social marketing un peu dans ces trucs de médias. Je m'y connais un peu. Je proposerais qu'il y ait au moins un lobby qui soit, peut-être, je ne dis pas que quelqu'un qui sera là n'ait pas ses positions politiques, mais quand vous êtes là dans le lobby, c'est pour partager, étudier l'image qu'on peut, les stratégies, ce qu'on peut étudier médiatiquement sur le Congo. Ok, ça sera vraiment une très bonne. Quand on sort de la réunion, chacun prend ses positions politiques. Qu'on cherche, il faut qu'il y ait. Vous avez au moins cette aura. Vous pouvez être 3 ou 4 de votre calibre. Cherchez à créer un lobby, parce que c'est ce qui s'est fait même dans les grandes universités européennes. On cherche des gens intelligents, on les met dans un coin, ils font un lobby je ne dis pas qu'il doit être secret, mais qui travaille pour comprendre. Nous on n'aime pas, en RDC, ce qui est mal, on n'aime pas les gens intelligents, c'est dommage. Quand vous proposez les idées, on ne tient pas compte. Exactement, et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Mais alors, est-ce que l'élite, pour prendre vraiment l'actualité, est-ce que l'élite congolaise a-t-elle échoué, Kiki Kyenge? Est-ce que l'élite congolaise a-t-elle échoué, a-t-elle réellement joué son rôle dans le processus de développement de notre pays? Je suis clair sur ça. Ça fait 63 ans que tous ont échoué. Ça fait 63 ans. Kiki, les Jeux de la francophonie vont être ici en RDC. On est en train de faire les préparatifs. En tout cas, les travaux avancent très très rapidement. Mais j'ai lu dans mediacongo.net que le Canada n'est pas très sûr d'envoyer ses athlètes en République démocratique du Congo. Donc, est-ce que vous y croyez en ce Jeu de la francophonie, en fait?
que ça soit pire, parce qu'on risque de faire quelque chose à la va-vite et qu'on se retrouve dans la merde dans l'organisation des Jeux. Parce qu'on est en retard, c'est un fait. Et j'ai peur que pour ne pas perdre la face, on cherche d'activer les choses, de courir derrière le temps. Et j'ai peur qu'on se retrouve avec une organisation plus catastrophique que la préparation. J'ai peur de ça. Allons à Bunagana, ça fait 1 an que Bunagana est occupé. Moi, je lis beaucoup de mes compatriotes, ils disent que nous pouvons encore récupérer. Ils prennent l'exemple de la ville de Strasbourg, je crois, en France. Ils nous disent que non, Strasbourg a été une fois française, une autre fois allemande, et voilà, voilà. Donc, rien n'est définitif. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que nous avons perdu Bunagana ou on peut reprendre cette ville à la fin? Alors, Bunagana, même si on le reprenait, c'est pas ça le problème. C'est vraiment pas ça le problème, même si on le reprenait dans 5 ans, dans 2 ans, dans 2 mois. Le problème est que Bunagana est devenu l'emblème de la politique sur la sécurité de notre pays. On a promis qu'on allait le reprendre. C'est pas fait. Et ça démontre que pas l'ignorance, vraiment, la mise de côté de notre armée. On se base sur les étrangers pour récupérer. On s'est basé sur les étrangers pour récupérer Bunagana. Vraiment, Bunagana est en tout l'image de la politique de notre gouvernement sur ce qui est l'Est du pays. Mais les Européens aussi, des fois, ils s'entraident entre eux. Prenons le cas de l'Ukraine, comme on ne cesse de nous le dire à chaque fois. Il a le soutien des pays européens. Donc, pourquoi pas demander le soutien des États de l'Est en Afrique pour nous aider? Ça dépend de nous, ça dépend de la stratégie de notre diplomatie. On est parti avec l'EAC, le résultat est où? C'est nous qui devrons aller chercher une diplomatie forte. Mais on n'a pas cette diplomatie. L'EAC nous démontre le tout. L'EAC maintenant, il n'y en a pas, c'est eux qui sont à Bunagana avec le M23 et le Rwanda. Donc c'est à nous, c'est non, ça demande que notre diplomatie n'est pas à la hauteur. Vous en êtes sûr, avec tous les voyages du président de la République et tout ça, notre ouverture vers le monde et notre ouverture vers la Chine, nous parvenons quand même à marquer des points, Kiki Kyenge? Bon, des points, le problème est que oui, mais les points, on les juge sur les réalités, sur les résultats. Par exemple, moi je suis contre, et je le dis même sur les réseaux, je suis contre cette tendance qu'on a maintenant sur le plan économique à tout donner aux Chinois. C'est un risque que nous sommes en train de courir. Le voyage en Chine, depuis le retour du président en Chine, je vois que tout est cédé aux Chinois. Vous parlez du lithium, regardez le lithium, on est en train de bloquer les Australiens pour les donner aux Chinois. On parle bientôt, on a parlé du barrage de Inga. Inga maintenant, peut-être les Australiens, peut-être mise de côté pour des Chinois. Pour des Chinois encore. On voit, ben oui, c'est même Africa Intelligence qui l'a confirmé. Le pouvoir est en train de penser de remettre les mêmes Chinois qui n'ont pas pu réaliser rien de 2018 à 2021, Inga, et qui n'ont rien, c'était sur Inga 3 avec 14 milliards, ils n'ont pas pu ramener les fonds. Mais maintenant, si, espérons que ça ne passe pas, on doit les donner tout le projet de Inga qui vaut 80 millions de dollars. Est-ce que c'est une forme de colonisation? Est-ce que la Chine est en train de nous coloniser, au fait? Ou coloniser l'Afrique en général? On doit diversifier parce que aujourd'hui j'ai publié un tweet sur ce que, qui peut me donner, vous pouvez me poser cette question, qui peut me donner le nom d'un seul pays ou de 2 pays ici sur le monde et au monde qui s'est développé avec l'aide, les accords ou tout ce qui a comme Chine? Qui peut m'en donner? La Zambie est en train de payer le pot cassé des dettes. L'Angola, le Congo et l'Éthiopie. Ils savent plus comment s'en remettre. Comment s'en remettre? Leur stratégie, c'est de dire, ok, vous ne pouvez pas me payer, vous me donnez vos mines, vous me donnez... Donnez vos terres, vous me donnez ceci, et voilà. Il a donné oui, son port qui était la première ressource du pays. Je ne sais pas si c'est le Bangladesh, un truc de ce... Oh là là. On risque de se retrouver là. Ils prennent tout, hein, ils rachètent tous les Chinois, ils rachètent les aéroports, les équipes de foot, ils rachètent tout, hein, les Chinois. On doit diversifier. Moi, je suis pas contre les Chinois, mais j'aimerais qu'on puisse diversifier. Il ne faut pas voir les choses entre occidentales. C'est leur guerre. On doit entrer dans cette guerre. Je conseille au président de la République d'essayer un peu de diversifier nos investisseurs. Ok. C'est un conseil que je peux. Par rapport aux élections, Kiki Kyenge, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que les trains vraiment en marche, en branle, là,
au mois de décembre, Denis Kadima nous rassure, il y aura des élections. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que ça se passera dans le calme et tout ça? Est-ce qu'il y a encore y a-t-il un consensus à faire avant les élections? Ça se passe dans les temps. Parce qu'au cas contraire, j'ai peur qu'au niveau où nous en sommes avec la RDC, ça risque de brûler. J'espère qu'au Sénégal, je prie et j'implore Dieu que ça puisse bien se passer. Et je demande au président de la République de s'y mettre, à ce que ça soit